son fils, Tom. Cet adulte qui vient le voir, qui lui rend visite entre deux voyages. Quand il le regarde, est-ce que le père y reconnaît quelque chose de lui-même? Non. Rien de lui dans cet homme-là, qui se tient planté avec sa jeunesse tonitruante dans ce salon d'habitude vide et calme, dans cet étranger à la présence vibrante et affirmée, à la santé éclatante, loin de toute cette idée à présent incarnée par le Père de discrétion, de pudeur, d'effacement presque. Le Père, oui, se sent parfois au bord de l'effacement. Lui qui est un homme frêle, presque chétif, terni, se pense-t-il par l'âge? Et même autrefois, même s'il se souvient du jeune homme qu'il a lui-même été, le père, du temps de son Solex et de ses cheveux au vent, comment retrouver dans le corps large de son fils ce jeune homme plutôt gringalet que pour sa part, il était? Des épaules maigres, le buste noueux et sec, crispé sur sa liberté neuve, sa petite rébellion. Il était comme ça, le père, jeune homme. Rien à voir avec cette masse musculeuse de Tom, cette manière d'être physique. Le père était plutôt accroché à des idées qu'il tournait dans sa tête et qu'il exposait à qui voulait l'entendre. Se rappelle-t-il chaque fois qu'il voit debout devant lui le grand corps de son fils, sculpté par le sport et par le grand air. Sa manière volontaire, engagée d'échanger constamment avec le dehors. Cette allure d'adulte de Tom, pourtant lui plaît au père. Qu'ils soient devenus deux adultes conversant dans ce salon, quand Tom vient le voir, il y a là en même temps quelque chose d'étrange et d'agréable. Lorsque Tom lui rend visite, il le regarde avec étonnement, avec curiosité. Son fils, cet homme assis en face de lui, dont il connaît de moins en moins la vie. Tom lui livre le récit incomplet de ce qu'il a fait pendant son absence. Le père pense son absence, mais ce n'est pas ça pour Tom. Bien sûr qu'il n'habite plus ici, ce n'est pas son absence, mais au contraire sa manière bien là, lui, d'être présent là où il se trouve. Souvent, il reste silencieux, vague. Le père essaye de rompre le silence et lui dit « Alors, ça te plaît, ta vie sur le bateau ?» Mais ce n'est pas plaire, sans doute, le mot qu'il faudrait. Le père s'en rend compte. Il se sent bête avec sa question mal posée. Tom ne le reprend pas. Il ne dit pas que plaire, ça n'est pas vraiment le mot. Il répond « oui, oui ». Il dit que parfois, c'est dur. Il dit souvent, c'est dur. Il ne précise pas. Il répète, souvent, c'est dur. Tu sais, papa. Le père est presque étonné de s'entendre appeler comme ça, papa. Par ce grand adulte assis dans ce fauteuil en face de lui. Il se demande ce que ça veut dire encore. Quand Tom vient et qu'ils sont l'un en face de l'autre dans ce salon, il se sent un homme fragile, assis face à un homme fragile.
Le père appuie sur le bec du gel lavant et se frictionne les mains. Il se surprend dans le miroir. Qui est ce vieux bonhomme aux yeux perdus dans les poches des cernes? Il scrute. Il s'examine. Mais ça n'est pas du tout lui. Il le sait. Cet usurpateur obstiné, envahissant, cette copie plus que ratée, qu'il faut examiner longtemps pour y déceler quelque chose de l'original. Ce mensonge, cette trahison. Et pourquoi est-ce qu'il pense à sa mère? Le père a le double de l'âge que sa mère avait quand elle est morte. Ça fait des décennies qu'il se sent plus âgé qu'elle et que cette idée l'obsède. Ces derniers temps, il fait souvent ce rêve. Le rêve du père. La mère marche sur le boulevard, le long de la muraille, en mulière de la prison. Elle n'a jamais habité par là, mais vous savez comment sont les rêves, qui mêlent les temps et les lieux. Elle a 38 ans. Elle ne sait pas qu'elle ne dépassera jamais cet âge. Elle porte une robe fleurie, resserrée à la taille. Son pas est guilleré. Il emporte les plis du coton avec lui. Sa dent saute autour d'elle. Elle exprime ce sentiment de jeunesse que vous procure l'été. Une joie sans contenu, simplement motrice, qui lui donne envie d'avancer. Elle a 38 ans. Mais tout ça se passe aujourd'hui. Elle est comme revenue sur terre, étourdie, contente, sans dessein particulier, se promenant là, sur ce boulevard, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. À peine nimbé d'un halo dont on ne sait pas s'il tient à la façon dont la lumière tombe, filtrée par les feuillages, ou à sa nature de spectre, elle semble ignorer tout à fait. Et puis, le père débouche, il avance dans sa direction. Le pas bien plus lent qu'elle. Mais comment pourrait-elle reconnaître dans cette vieille face molle l'image de son fils? Elle continue, vive, alerte, et puis bientôt interloquée par ce vieillard qui se dirige vers elle, qui esquisse un geste qui semble savoir qui elle est. Ils s'arrêtent, l'un en face de l'autre. Elle le considère avec méfiance. Oh, ce regard de ma mère, qui ne sait pas que c'est moi, pense le père, avec une petite crispation dans le corps, presque un dégoût, avec pitié peut-être. Elle cherche son regard à travers les verres de ses lunettes. Et est-ce que quelque chose commence de chavirer en elle à cause des yeux du vieil homme, changés pourtant, le brun un peu délavé, l'iris bleui à sa circonférence, mais quoi pourtant qui la trouble? Et elle alors, qui en vérité sait bien qu'elle est un spectre? Ou bien qui, d'un coup, en a la révélation, elle, à faire un rapide calcul, tant d'années que je suis morte? Voyons, oui, c'est possible. Et défaite, à considérer ce visage qui n'a plus rien à voir avec l'autre, celui de son fils, celui qu'elle a vu enfant, puis jeune homme.
Un beau jeune homme, son fils, pensait-elle à l'époque, au visage bien dessiné. Et alors à rester bouche bée, effarée devant la catastrophe. Elle, à tendre une main jeune et tremblante vers cette joue molle et ridée, dont le contact l'étonne, et lui à finir par articuler « maman ». Ce mot de maman, chaque fois, le réveille. Je pense de plus en plus à ma mère, remarque le père, qui ne sait pas quoi faire de ça. Ce retour de sa mère dans ses rêves, dans ses pensées. Il ôte la serviette de son nonce, le format qu'on appelle d'invité, un carré vieux rose, bordé d'une dentelle qui s'effiloche, un peu usé, qui date du temps d'Élise. Et les mains encore mouillées portent à son visage et s'enfouit la figure dans la matière épaisse et râpeuse de l'éponge. Derrière lui, sur le meuble de bois, un sachet de rasoir jetable proclame l'emballage sans délicatesse dans un énoncé clair et brutal. Et cette épithète pour toujours accolée à leur présence provisoire les affecte d'une vie minuscule et négligeable. Regardez-les, qui étouffent un peu sous le plastique bouleversé par tout ce qu'il peut y avoir de dépréciatif dans cet adjectif et qui n'emmène pas l'âge, doté de cette existence maigrelette, éminemment périssable, destinée à la poubelle, à peine on les a achetés. Plus le loisir de le bichonner, de le soigner, de le réparer, de le retrouver avec plaisir, son petit rasoir chéri, avec sa lame qu'on affûtait, ainsi que le faisait le propre père du père. Leur silhouette de plastique ne recueille plus une once de votre admiration. Difficile de rester pantois devant le bleu même nuit ou l'anthracite de leurs manches et grippe. Et vous les bazardez quand ça ne coupe plus comme vous voulez. Comment créer un lien avec cet homme, debout, devant son lavabo, qui vient de se frotter le visage dans sa serviette? Comment se singulariser à ses yeux? Nos rasoirs broient du noir. Ah, la dépression du rasoir jetable. Quand ils ne se mettent pas à gémir heureusement en ultrasons. Et pensez, si on les entendait, les lamentations de tous ces objets qui trouvent qu'on les traite mal, la cacophonie que ce serait dans nos appartements. Imaginez les bouteilles de lait vides hurlant dans votre poubelle, les canettes froissées, pareil, et il n'y a pas que ce qu'on jette et qui attend avec froid les grandes mâchoires de la benne, il y a le cendrier contre la paroi duquel vous écrasez la braise de votre cigarette. Des livres qui étouffent sous une pile, des objets claustrophobes qui n'en peuvent plus de l'ombre du placard, dont 2 ou 3 qu'on vous a offerts et que vous n'avez jamais utilisés, qui restent là, inutiles, avec une piètre opinion d'eux-mêmes. Et tous, mes pauvres amis, qui ne cessent de brailler à nos oreilles sourdes leurs inaudibles lamentos. Il n'y avait pas eu que la montagne, les vallons, les cabanes, les torchis des maisons, de hameaux. Parfois, on s'était arrêté dans des villes aussi. Parfois, c'était dans des villes qu'on avait attendu. Après
ces semaines de planques, de marches et de pick-up. Ahmad et son frère s'étaient retrouvés avec d'autres dans un appartement d'Istanbul. Et pour la première fois, à certaines heures, ils avaient le droit de sortir. Alors, ils sortaient. Depuis la corniche de Kumkapi, c'est la mer de Marmara qu'on voit. C'est là pour la première fois que Ahmad et Djibril avaient aperçu la mer. Oh, dans des films, oui, c'était arrivé. Mais pour de vrai, à onduler de l'autre côté de la balustrade. Même si à cet endroit elle semble assagie, même si elle fait la belle, tentant d'étouffer le courant qui la parcourt, on y est, devant l'eau d'un détroit, cicatrice entre deux continents, ou plutôt plaie ouverte et promesse de lointain. Istanbul, pour Ahmad et Djibril, ça avait presque été l'apprentissage du tourisme. Et ils longent la corniche, ivre de nouveautés. Ils s'étonnaient de marcher au rythme de la promenade parmi les vendeurs de thé et les pains, un peu mal en point, un peu rachitiques et tordus comme les pins savent l'être. Pas de ces arbres glorieux, toutes feuilles dehors, qui vous entonnent des éloges fanfarons de la nature, bruissants, souples, gorgés de chlorophylle, mais des silhouettes souffreteuses, battues par le souffle, salins comme par les vapeurs d'essence, vivotant réalistes et meurtris, avec le genre de beauté bien à eux, le long de cette ligne de rencontre entre la mer et la ville. À l'endroit où elles se longent, où elles sont à touche-touche, se frottant l'une à l'autre, entamant un bras de fer invisible déguisé en contiguïté harmonieuse. Et ils essayaient d'apprivoiser la présence de la mer, Ahmad et Djibril, de se faire à sa vue. Et si, oui, elle semblait amène, habituée des lieux à sa place. Nous, on les verrait bien se réconcilier, Tom et Doris. Je pense qu'on est plutôt favorable à ça, la réconciliation des couples en général, dans les romans. Et il y a des gens pour dire que c'est comme une compensation pour nous. Que quand les personnages se réconcilient, ça répare un peu nos échecs amoureux, allez savoir, ou ceux de nos parents. Que sur un genre de scène fantasmatique où tout finit par se résoudre pour le mieux, ça nous en console. La réconciliation de Tom et de Doris, ce serait alors comme un pansement sur nos propres blessures, comme la possibilité écrite noir sur blanc de la réconciliation. Et puisqu'il paraît que ça sert à ça, les fins dites heureuses, mais peut-être que quand ils ratent, après tout, ça nous rassure aussi. Il n'y a pas que nous. On se dit alors, pour foirer dans les grandes largeurs des relations sentimentales. Et si bien que, quoi qu'il arrive entre Tom et Doris, on y trouvera notre compte. En tout cas, il ne faut pas qu'elle se décourage, Doris. J'ai bien envie de le lui dire. Ce que je voudrais, me faire une petite place à côté d'elle sur la banquette et lui parler doucement, avec les paysages qui continuent à défiler derrière les vitres du taxi. Dans cette situation folle où elle s'est mise et qui est la preuve de son désarroi. Et je lui dirais, et ce que je lui dirais,
Ce que je te dis, Doris, c'est qu'il n'y a rien de moins sûr qu'une rupture, je crois. Laisse-moi passer un bras autour de tes épaules sur cette banquette, tandis que tu renifles, que tu sanglotes, et te dire, allons, tout doux, ça va aller. Écrire un roman. Je me dis parfois, c'est comme quand on était petit. Vous amenez dans un recoin et vous chuchotez. Toi, tu serais ça. Vous faire entrer dans un monde qu'on construit ensemble. Comme enfant, quand on conjuguait nos énergies pour imaginer des univers où on devenait quelqu'un d'autre. Est-ce que pour vous, c'était Fantomette ou Zorro et fée? Oui, quelquefois, j'étais fée. J'avais la robe blanche, soyeuse, brodée d'or, et la baguette avec son étoile au bout. Et indien aussi. Je portais une veste à franges. Je portais une veste à franges, couleur chamois. Et de temps à autre, j'allais faire un tour dans mon tipi pour voir si ma femme et mon fils allaient bien avant de repartir dans les paysages, pêcher ou guerroyer. Et vous là, tout de suite, hein, à être un peu Doris. Quand on joue à Doris, vous tous, je veux dire, les garçons aussi, à être un peu Tom, et le père, et tous les autres à tour de rôle, et justement le rôle, à tour de rôle, des rôles que vous vivez de l'intérieur, en y mettant secrètement chaque fois, sans que personne ne vous voie, ce que vous êtes au plus profond. On aura fait un bout de chemin ensemble, vous et moi, dans ce taxi, et ailleurs, dans le clair-obscur de l'appartement du père, et jusque sur les routes de l'exil, dans une chambre d'hôpital, dans un navire. Et ça, c'est d'une intimité folle, indépassable. Pendant que Doris essaye de remettre ses idées en place, pendant qu'elle rêve et qu'elle s'inquiète au sujet de la vraie Mrs. Rivière, ce que je voudrais vous dire, merci de jouer à ce jeu avec moi, d'y ajouter votre grain de sel, vos couleurs, vos souvenirs, pour vous représenter tout ça. Je ne me lasserai jamais, je crois, de l'émerveillement que c'est cet étrange travail à deux. Bon, j'arrête de m'attendrir, d'autant que j'ai encore du pain sur la planche. Un grand merci à Bakary Sangaré pour cette lecture. Bonsoir, Christine Montalbetti. Bonsoir. Nous venons d'entendre quelques extraits choisis par vos soins de Ce que c'est qu'une existence, publié aux éditions POL. Ce titre, nous en reparlerons dans un instant. Nous avons entendu le parcours, le périple de quelques personnages. Il y en a beaucoup d'autres dans le livre, Christine Montalbetti. Le père regarde par la fenêtre. Et tandis qu'il regarde par la fenêtre, Tom est à bord d'un navire. Un avion traverse le ciel et à son bord Doris, qui a quitté Tom. Non loin de là, un hôpital. Magda est allongée sur un lit de douleur et elle est accompagnée de Stan.
qui lui essaye de composer avec la douleur de Magda. Ahmad, dont on a suivi un petit peu le périple à Istanbul avec son frère Djibril, se trouve au moment où le père regarde par la fenêtre quelque part dans le quartier. Il est seul, il est SDF comme on dit. Et tous ces personnages, quelque part, sont liés par quoi? Par l'existence, par le destin. Quel est le point de départ, Christine Montalbetti, de cette histoire? On a vu dans le dernier extrait qu'on a entendu que vous vous adressez au lecteur, que l'écrivain est là, présent, on est là, on est au cœur de la création de l'écrivain. Est-ce que le projet de ce livre, c'était justement de nous emmener dans les arcanes de l'imaginaire de l'écrivain, ou est-ce que c'est l'histoire de vos personnages qui vous a imposé à un moment donné de vous adresser à nous, de vous prononcer, de parler? Je crois que pour moi, c'est très important que le livre se construise comme une conversation avec le lecteur. C'est une chose que j'essaye de roman en roman, mais sans doute qui est encore plus présente dans celui-là. Quand j'écris, je pense aux lecteurs. Enfin, ce sont les lecteurs qui justifient le temps que je passe assise à ma table. Et j'anticipe la lecture. En fait, je trouve que il se passe cette drôle de chose que, bien sûr, notre rencontre est différée, qu'au moment où j'écris, vous n'êtes pas encore là, que quand vous me lisez, je ne suis plus là, mais je suis encore un peu là, puisque je suis là dans les phrases. Et voilà, tout ça se passe dans des temps distincts, et pourtant se passe, comment dire, l'un peut avoir lieu sans l'autre, en fait. Et c'est une chose qui me touche de plus en plus, en fait, et qui m'enthousiasme de plus en plus, cette idée-là, qu'on puisse mettre en commun ce qu'il y a de plus intime, et que ce soit une chose qui se répète de lecture en lecture. C'est-à-dire que je ne m'adresse pas au lecteur avec un pluriel, mais je m'adresse chaque fois à chaque lecteur ou chaque lectrice, et chaque fois, chaque lecteur ou chaque lectrice va rejouer ce qu'il y a de plus intime en elle ou en lui dans sa lecture. Et c'est une chose qui se passe pour tous les livres, mais quand on veut bien y penser, c'est quand même très bouleversant quand on écrit de penser ça, de penser que voilà, on met beaucoup d'intime dans son livre et que le lecteur aussi va compléter avec ses propres images, sa propre histoire, ses propres émotions, ses sensations, les souvenirs de ses sensations. Et que donc dans cet objet bizarre qu'est le livre, on va pouvoir se rencontrer de cette manière fantasmatique, immatérielle, mais magnifique. Et vous le faites en rentrant justement dans cette fameuse intimité, dans la tête des personnages, c'est-à-dire qu'il y a une interactivité entre les personnages, mais on est surtout dans leurs pensées, dans leurs attentes, dans leur chagrin aussi, parce qu'il y a aussi du chagrin d'amour. Il y a l'attente, la réflexion d'un père par rapport à son fils, hein, on l'a entendu dans le premier extrait. Vont apparaître aussi des personnages du passé. Le père invoque Élise, qui est sa femme disparue. Il y a, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a une tension narrative alors qu'on n'est pas dans une action permanente. On est à l'intérieur de l'esprit des personnages. Comment tout ça s'articule? Est-ce qu'au moment où vous racontez ce qui se passe dans la tête du père, vous avez déjà en tête ce que peut répondre la pensée du fils, par exemple? Je crois que ce qui m'intéresse, c'est aussi la façon dont justement la phrase approfondit les questionnements, toutes ces questions. Alors, puisque là vous parlez du personnage du père, toutes les questions que le père se pose à propos de son fils, la manière dont il doit accepter que son fils soit partiellement devenu un inconnu pour lui. Comment est-ce qu'on fait avec le fait qu'on ne sait pas tout des proches, comment on fait avec ces zones d'ombre et ces zones de mystère, comment les accepter, et la beauté aussi de ce mystère ou de ces zones d'ombre. Mais aussi le père s'interroge sur les colères de son fils enfant, voilà, qu'est-ce qu'il y avait derrière ces colères. Est-ce que son fils a vécu quelque chose qu'il ne lui a jamais avoué ou confié, ou voilà, ou est-ce que c'était juste des colères d'enfant, etc. Et tous ces questionnements, en fait,
sont aussi... je me rends compte que ça m'intéresse beaucoup d'écrire là-dessus, sur la relation père-fils. Et je me suis un peu interrogée là-dessus et je ne sais plus qui me posait la question, parce que je ne suis ni un père ni un fils. Et je crois que justement, c'est un terrain magnifique, parce que c'est un terrain dans lequel, que je peux approfondir sans qu'on pense que je suis en train d'investir des choses autobiographiques, ou sans que ça blesse ma mère, ou que je sois dans un rapport fille-mère, etc. Je travaille dans un espace qui est complètement fantasmatique, mais qu'en même temps, je pense que écrire des fictions, c'est aussi être assez poreux au monde, à ce qu'on sent, à ce qu'on ressent des relations entre les gens aussi, à ce qui vibre dans tout ça. Et puis je pense que ça me vient aussi du roman précédent, Mon ancêtre poisson, dans lequel je partais à la recherche d'un arrière-arrière-grand-père. C'est drôle ce lapsus. D'un arrière-arrière-grand-père qui était entré comme jardinier au Jardin des Plantes quand il avait 9 ans, et puis qui plus tard était devenu botaniste. Et je descends de lui par une de ses 2 filles, mais on savait qu'il y avait un fils prodigue dont on ne savait rien. On savait juste qu'il avait souffert de ses absences, on ne connaissait même pas son prénom. Et voilà, je suis partie à la recherche de ce fils, et du coup j'ai beaucoup écrit je l'ai trouvé par un certain nombre d'archives, et donc j'ai commencé à écrire sur leur rapport, et je crois que inconsciemment, je ne me suis pas dit de manière consciente, mais que j'avais envie de continuer à approfondir cette thématique avec ce personnage du père. Et ce personnage du père, c'est le premier qui est apparu. J'avais envie d'écrire un roman choral aussi. J'en avais envie à la fois parce que ça me permettait d'aborder toutes sortes de thèmes et de motifs, peut-être plus que quand on suit un seul personnage. Donc de parler des relations père-fils, des relations sentimentales, du sentiment de l'exil, de la beauté des étés, de l'hôpital, etc. Et puis aussi d'avoir le plaisir de jouer avec un montage quasi cinématographique, par exemple au début, justement avec des transitions visuelles, le père qui pense à son fils, on passe au fils sur le bateau, la séquence se termine sur le sillage du bateau dans la mer, et la séquence d'après, c'est le sillage de l'avion dont vous parliez dans le ciel, et puis on rentre dans l'avion, on voit Doris, etc. Donc il y a toutes sortes de transitions, il y a aussi des espèces de transmissions de pensées bizarres, mais voilà, de jouer avec le montage. Et je dis tout ça pourquoi? Oui, parce que c'est le père qui m'est apparu en premier. Et pour l'anecdote, c'est des façons un peu étranges dont l'alchimie des romans se passe. Il est né d'une publicité pour un appartement à louer que j'ai reçu sur mon téléphone portable. Et donc je regardais ces photos, et il y avait une photo d'un salon vide avec une fenêtre qui donne sur un carrefour que je connais, un carrefour qui n'est pas loin d'une prison devant laquelle il m'arrivait de passer petite fille. Et c'était une expérience très forte et étrange pour moi de penser qu'il y avait des hommes derrière cette muraille noire dont je voyais parfois les visages ou les mains derrière les barreaux des fenêtres hautes. Un carrefour qui est aussi près d'un hôpital que je connaissais pour y avoir rendu des visites. Et cette pièce était vide, et je ne sais pas pourquoi est apparue cette silhouette d'homme de dos qui contemplait le carrefour, les mains derrière le dos. Voilà, il est apparu comme ça, je l'ai vu tout de suite. Il fallait que cette pièce soit habitée, et il est né comme ça. Et effectivement, pendant le roman tresse les vies de ces 6 personnages sur une même journée, et le père passe l'essentiel de son temps à la fenêtre à contempler le carrefour et à songer à sa vie. Alors, on retrouve aussi, vous évoquiez Mon ancêtre poisson, on retrouve dans votre écriture ce goût du détail qui semble anodin, mais qui en fait nous emmène quelque part, à notre insu d'une certaine manière, de façon assez malicieuse. Vous parliez de l'avion à bord duquel se trouve Doris. Je trouvais très intéressant le fait que vous vous attachez à des choses qui paraissent être des détails. Elle se débat avec son plateau repas. Il y a cette hôtesse de l'air, Rita, qui va se pencher vers elle, et vous décrivez comment elles vont se respirer mutuellement, leurs parfums différents l'une de l'autre, et toutes ces petites choses qui finalement ont pour objectif quoi? D'incarner le personnage, de lui donner une densité, c'est-à-dire de ne pas survoler, de ne pas aller directement dans la pensée ou dans l'action, mais d'être aussi dans la chair, d'une certaine manière, du personnage.
Oui, ça peut être un moyen de leur donner un corps plus avant, de les étoffer. C'est aussi une façon de parler de nos expériences communes, en fait. Ce qui m'intéresse aussi de travailler dans l'écriture, c'est tout ce qu'on a en commun. Et en particulier, ce qu'on a en commun sont les sensations tactiles. Voilà, vous avez parlé des parfums aussi, les odeurs, l'expérience du plateau repas dans les avions. Voilà, tous les détails de l'existence et qui sont... qu'on appelle des détails, mais en fait qui sont vraiment au cœur de notre expérience, notre rapport au monde, et qui nous sont essentiels, consubstantiels, qui nous construisent et voilà, qui font partie de notre relation justement notre relation au dehors, aux objets, à ce qui nous environne. Et qui accompagne nos émotions, parce que en réalité, Doris vit aussi une rupture avec Tom. Et donc, j'ai le sentiment que, d'une certaine façon, vous vous refusez à aller directement à la rupture. Ce n'est pas juste une personne qui a une rupture, c'est une personne qui est à bord d'un avion, qui rencontre des gens, qui vit des sensations. Et quelque part, vous nous forcez presque à l'empathie, parce qu'on va nous aussi les sentir, presque les toucher. Est-ce que c'est un objectif conscient ? En tout cas, oui, j'ai envie que vous vous identifiez à chaque personnage, que dans le passage que lisait Bakary à la fin, voilà, que peut-être écrire un roman, c'est vous inviter à jouer avec moi, à vous identifier au personnage et vous dire, voilà, là, vous allez être Doris, y compris les garçons, comme dit le passage, voilà, qui est une espèce de liberté de circulation, d'identification aussi. Et cette identification, c'est vrai, elle peut passer par ce qu'on appelle les petites choses, mais qui jouent aussi un rôle essentiel dans notre façon d'être. Je vous disais tout à l'heure malicieuse, vous imaginez aussi différents scénarios possibles. Doris aurait pu faire ci ou aurait pu faire ça, il pourrait lui arriver ceci ou cela. Et finalement, l'expérience d'immersion dans laquelle vous nous mettez, en tant qu'écrivain et en tant que lecteur, vous nous emmenez aussi peut-être dans vos questionnements, c'est-à-dire que plutôt que de nous donner le fin mot de l'histoire, vous nous emmenez d'abord dans votre questionnement d'écrivain, c'est bien ça ? Oui, alors il y a ça, il y a aussi par rapport au fait que quand vous dites on se demande ce qui va arriver et les possibles sont envisagés, c'est une façon de jouer aussi avec le romanesque. Parce que je crois qu'on peut le dire, on ne va pas raconter la fin, mais on peut dire que Doris, donc, qui prend cet avion pour fuir cette histoire avec Tom, quand elle arrive dans l'aéroport portugais, voit ces chauffeurs de taxi qui brandissent des pancartes avec différents noms, et ce fantasme que vous avez peut-être eu très fugacement en le circonscrivant aussitôt, d'aller suivre une de ces pancartes, un de ces chauffeurs, pour voir où ça pourrait vous mener. Voilà, elle le fait dans son désarroi et dans son envie d'oublier son chagrin avec Tom. Et donc, elle suit un chauffeur de taxi qui tendait une pancarte au nom de Mrs. Rivière. Et donc, le trajet dure assez longtemps. En plus, il y a un problème de crevaison, etc., qui me permettait d'étendre le suspense. Et donc, elle se demande où tout ça va la mener. Et il y a plusieurs hypothèses qui permettent aussi de jouer avec des genres romanesques ou même des genres cinématographiques. Il y a aussi des hypothèses un peu à la Tarantino, où elle se retrouverait dans une ferme, un décor de ferme avec une scène un peu violente, ou bien elle se retrouverait chez des trafiquants, ou bien voilà. Enfin, c'est aussi une façon de lancer des pistes, de créer un suspense sur ce fil-là de Doris et de où est-ce que le taxi la conduit. Et aussi à travers... c'est un personnage qui a de l'imagination et on imagine avec elle. Et voilà, c'est aussi une façon de jouer avec nos mémoires de lecteurs et de cinéphiles. Il y a aussi des passages dans lesquels tout d'un coup, il y a l'intrusion, on va dire, d'une scène qu'on ne retrouvera pas plus loin. C'est juste un instant, un instantané, quelqu'un qui emmène son chien chez le vétérinaire, un autre moment comme ça, fugace, mais qui est toujours chargé quand même d'une émotion. Vous parliez d'expérience cinématographique, ça participe à ça aussi, c'est-à-dire de donner une vision totale de ce décor, avec aussi des âmes qui vivent, qui ressentent, et ne pas uniquement vous centrer sur les personnages principaux. Oui, donc il y a ces 6 personnages principaux dont on a parlé. Il y a un certain nombre de principaux, comme on dit. Il y a un certain nombre de personnages qui entretiennent un rapport avec eux.
comme la gardienne de l'immeuble du père, le fils de la gardienne, une infirmière qui s'occupe de Magda, et puis qu'on retrouvera à la fin de la journée dans sa voiture, puis dans sa cuisine. Cette hôtesse de l'air dont vous avez parlé, qu'on retrouve à un moment dans un bar quand on se demande où elle est. Et d'autres personnages encore. Un personnage comme ça sur 2 séquences qui s'appelle Biram, qui passe une autolaveuse dans le hall de l'hôpital. Et puis il y a effectivement des séquences qui concernent des personnages qu'on ne voit qu'une fois et qui ne sont pas reliés à ces personnages, qui commencent par au même instant. Alors ça peut être très court, souvent c'est une phrase, parfois c'est un paragraphe ou un tout petit peu plus. Ça peut être un peu comique, comme, enfin, je ne sais pas s'il faut dire que c'est comique d'ailleurs, mais au même instant, une mamie fait de l'aquabike, ou bien ça peut être au même instant un homme dans un studio de doublage pose ses lèvres sur les lèvres, pose sa voix, pardon. Alors encore, je fais des drôles de lapsus. Je suis assez émue par la lecture de Bakary, en fait. Il a une voix tellement... J'ai du mal à me remettre de cette lecture. Donc un homme pose sa voix sur les lèvres d'un autre dans un studio de doublage, ou ça peut être une séquence un peu plus longue et effectivement un peu triste, comme l'homme qui emmène son chien pour le faire piquer chez le vétérinaire. L'idée, c'était aussi d'essayer de rendre compte de ce qu'il peut y avoir de troublant dans la simultanéité, en fait, de tout ce qui est en train d'arriver à tout le monde au même instant. J'ai beaucoup écrit sur la richesse de l'instant, sur toutes les sensations contradictoires qui peuvent nous énerver dans un même instant, sur tout le temps qu'il faudrait, le nombre de pages qu'il faudrait pour décrire une toute petite minute et même une seconde, si on veut essayer de rendre compte de tout ce qui nous traverse, de toutes les strates dont on est composé, de tout ce qu'on rejoue à chaque seconde. Là, dans ce roman-là, il s'agissait plutôt d'évoquer justement cette question de la concomitance ou de la simultanéité, de tout ce qui est en train d'arriver à cette seconde où je vous parle. Un certain nombre de personnes sont en train de mourir, d'autres sont en train de naître, d'autres sont en train de se préparer un café, d'autres sont en train de prendre une décision essentielle, d'autres sont en train de ne rien faire du tout, de regarder leur plafond. Voilà, dans une même seconde, en fait, il y a une foule de choses extrêmement diverses qui sont en train de se passer dans le monde. Et voilà, c'est une chose troublante si on veut bien y penser. Et puis aussi, beaucoup de gens sont aussi en train de faire exactement la même chose. Et la version plus ludique de ça, par exemple, c'est ce que j'appelle l'opéra de salle de bain. C'est-à-dire que le fait qu'à cet instant même, à travers le monde, et malgré le décalage horaire, parce qu'on peut aussi se doucher en pleine nuit, des tas de gens sont en train d'entrer dans leur cabine de douche et de se mettre à chanter. Alors, il y a le personnage d'Ahmad. Je disais en début d'échange qu'il est dans le champ de vision du père. Il est dans la rue, il est seul. Mais nous, dans l'extrait qu'on a entendu, on l'a vu se promener à Istanbul. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Qui est cet homme qui est étranger à tous les sens du terme à cette histoire, tout en étant traversé par des émotions identiques à tous les autres personnages, c'est-à-dire de chagrin, de questionnement, de solitude? Qui est-il? Alors donc, il vient s'asseoir tous les matins sur son carton devant la fenêtre du père. Et peu à peu, donc tout se passe sur une seule journée, mais peu à peu, on va apprendre quel a été son périple. On devine qu'il est syrien, ça n'est pas dit, mais je pense qu'on le devine. Et surtout, je raconte son périple en Turquie, à Istanbul, mais aussi ailleurs. Et puis ensuite, son arrivée dans l'île de Samos, dans le camp de Vati. Ça faisait aussi plusieurs années que j'avais envie d'écrire là-dessus et qu'en même temps je trouve ça très difficile d'écrire là-dessus. Je trouve ça très difficile aussi d'essayer de ne pas tenir un discours, parce que je crois que ce serait, j'aime pas beaucoup le mot efficace, mais inefficace, enfin que voilà, ça pourrait... Et donc pour approcher ça, par exemple pour approcher le fait que cette vie dans les camps, c'est quand même quelque chose qui laisse sans voix, le fait que des gens qui ont traversé des choses si difficiles dans leur pays, et aussi ensuite dans ces voyages qui sont pleins de dangers, de peur et de violence, et qui ensuite, quand ils arrivent par exemple à Samos,
après le premier entretien, le rendez-vous pour l'entretien d'après, ça peut être 11 mois, 12 mois, voire plus tard. Et donc, comment se reconstruire quand on vit sous des bâches avec aucune activité possible. Et donc, pour essayer de rendre compte de ça, en fait, le moyen que j'ai trouvé, c'est de passer par le personnage de la psychologue qui traverse le camp et donc de parler de son désarroi à elle. Qui traverse le camp, qui se demande comment elle va les aider à se reconstruire dans un cadre comme celui-là. Et puis, je disais qu'il est étranger à tous, mais d'une certaine manière, sans tout dévoiler, on voit qu'il y a des fils invisibles qui relient en réalité tous ces personnages. Et on est même tenté de se dire que d'une certaine manière, il y a des fils invisibles qui nous lient tous. Vous parliez de la simultanéité, mais quelque part, j'ai le sentiment en vous lisant que vous nous dites qu'on est tous liés par quelque chose, que ce soit par le chant dans la salle de bain, que ce soit parce que nous sommes dans le même quartier au même moment, parce que nous avons une douleur similaire. Et Ahmad, quelque part, on a le sentiment qu'il est aussi ce lien. On le comprendra beaucoup plus tard à travers un événement qui va se passer en mer. Oui, à la fois, je pense que voilà, la douleur d'Ahmad, elle est la plupart, on est beaucoup à ignorer ce que c'est, même si on peut connaître des gens qui l'ont vécu, ou avoir des amis qui l'ont vécu, ou être amené à rencontrer des gens qui l'ont vécu. Et peut-être qu'on le vivra aussi d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'il faudra s'exiler dans un an, on verra. Mais mais c'est vrai que c'est des souffrances immenses. Je sens qu'il va y avoir un billet de groupe en fait pour cet exil. Deux personnages qu'on n'a, je crois, pas entendus dans les extraits, mais qui sont quand même aussi présents et qui jouent un rôle, c'est Anna et Steven, qui sont des voisins du père. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire deux personnages qui, en apparence, n'ont pas de lien avec le père, mais qui finalement vont impacter à leur niveau le cours de l'histoire et surtout le questionnement du père, n'est-ce pas ? Oui, ils sont deux jeunes voisins qui se disputent et donc il entend l'un des voisins Steven qui claque la porte et qui part et en fait il va dans le café que voit le père, donc le père sait où est Steven, Anna descend voir le père, elle ne sait pas où il est, il va mettre un peu de temps à lui dire que Steven est au café et voilà, c'est une façon d'interroger aussi, c'est une autre façon d'interroger le couple que dans le rapport Tom-Doris en fait, mais toujours autour de... Dans le rapport Tom-Doris, c'est une rupture, et là, c'est une dispute, et voilà comment est-ce qu'on se réconcilie, et Anna va retrouver Steven au café, et là, c'est la version dite heureuse, en fait, de la réconciliation, mais aussi, là, en l'occurrence, une réconciliation qui ne passe pas par une explication, donc là aussi, je m'adresse au lecteur, et je dis, voilà, ou à la lectrice, et je dis, voilà, peut-être que vous ne donneriez pas cher de cette réconciliation parce qu'elle passe pas par des mots, parce que Steven dit juste qu'est-ce que tu bois, mais justement ça me paraît une belle façon d'accueillir Anna et de lui dire qu'elle a sa place dans ce café en face d'elle. Et voilà, c'est une façon de jouer aussi sur des expériences qui peuvent être des expériences communes de qu'est-ce qu'on fait devant une dispute, de comment est-ce qu'on a adouci les angles, de comment... Et de créer aussi un autre duo, un autre couple, de représenter ça aussi un peu autrement que simplement dans la relation de Tom et Doris. Quand on prend le parti de s'adresser, comme vous le faites, au lecteur, mais pas seulement au lecteur, vous adressez aussi aux personnages, ce qui fait, quelque part, j'ai le sentiment que ça rend la frontière beaucoup plus poreuse entre le lecteur et le personnage. Ce fameux pacte qu'il y a au théâtre de l'illusion comique, qui est que si vous traversez cette scène, vous brisez le pacte de la fiction. On dirait que vous prenez le parti justement de le briser en invitant le lecteur à venir sur scène et à partager avec vous vos échanges avec les personnages. Oui, c'est vrai, j'essaye de faire franchir et de franchir moi-même des frontières qui en principe sont étanches. Là, dans le passage qu'on a écouté, c'était très coupé, mais j'ai envie de m'asseoir, puis je m'assieds dans le taxi à côté de Doris pour essayer de la consoler
et de l'inviter à voir les choses autrement pour la rapprocher de Tom. Ensuite, pour être une ambassadrice plus efficace, je vais sur le bateau voir Tom et j'essaye aussi de le raisonner. Alors, j'ai plus ou moins de succès, je dois dire. Ça ne fonctionne pas très bien. Et puis, un moment aussi où Stan, qui erre dans la ville après avoir accompagné Magda dans sa chambre et qui ne va pas la voir parce que ça lui semble trop douloureux ou difficile, je vais du coup dans la chambre voir Magda pour lui rappeler un souvenir agréable. Donc, c'est vraiment une petite séquence. Mais donc voilà, c'est vrai que j'aime bien aller voir mes personnages de temps en temps, essayer d'infléchir un tout petit peu le cours de leurs pensées, mais d'une manière plus dans un dialogue avec eux. Comme aussi, j'aime bien inviter le lecteur ou la lectrice à aussi franchir ces frontières-là. Je crois que voilà. Peut-être c'est une manière ludique. Enfin, voilà, il y a de l'humour en principe si tout se passe bien dans ces séquences. Et puis c'est aussi que, au fond, dans toute cette histoire, ceux qui sont réels, c'est vous et moi. Et je ne crois pas du tout que le fait de le dire, enfin le fait de dire ceci est une histoire, enfin je ne le dis pas comme ça, mais voilà, d'en prendre acte, je ne crois pas du tout que ce soit une façon de mettre à distance la fiction, mais au contraire. C'est une façon, j'espère, de nous regrouper pour qu'on se penche ensemble autour de ce que vit chacun des personnages et pour justement peut-être mieux se souvenir de nous souvenir de nos propres émotions et les rejouer dans le livre. Vous venez d'évoquer Stan qui part se promener parce qu'il ne supporte plus la douleur de Magda. Même par rapport à Tom, à la dureté de la rupture avec Doris, ce qui pourrait être les erreurs ou pas du père, en tout cas l'aveuglement, on dirait aussi que c'est une manière, en vous mettant au milieu en médiatrice, d'avoir une forme d'indulgence pour ces failles profondément humaines que chacun d'entre eux a, et dans lesquelles on peut tous s'identifier, d'une façon de dire... c'est grave, mais c'est pas grave. C'est grave, mais on est tous dans le même bateau, si j'ose dire. C'est un peu ça ? Oui, c'est important ce terme que vous utilisez, indulgence ou empathie. C'est vrai qu'on utilise beaucoup, paraît-il. J'ai lu quelque part qu'on utilisait beaucoup le terme d'empathie, mais de fait, ça me paraît essentiel, l'empathie, cette question-là de l'empathie quand on écrit. Et je me souviens, je peux le dire parce qu'elle a écrit un petit article sur le travail qu'on avait fait ensemble. Et donc je ne la trahis pas en le disant, mais la traductrice américaine de Plus rien que les vagues et le vent, quand j'ai relu la traduction avant son impression, je me suis aperçue que c'est un Français qui échoue sur la côte ouest des États-Unis et qui tous les soirs va dans un bar où on discute avec essentiellement 3 hommes qui lui racontent leur vie, mais en même temps il y a beaucoup de tensions et voilà, il sent qu'il y a une menace. Et ces 3 hommes, en fait, chaque fois qu'il y avait 3 adjectifs, la traductrice n'en mettait qu'un, elle en s'abordait 2. Je trouvais que ça allait bien comme ça. Et bon, je me demandais pourquoi, donc je lui dis voilà, c'est important. On échangeait par mail, hein. Donc c'est important qu'il y ait 3 adjectifs. En fait, j'aimerais qu'on entende l'océan dans les phrases. C'est un village, une petite ville de bord de l'océan, et l'océan les façonne aussi les corps et les pensées des habitants. J'aimerais qu'on entende l'océan dans la phrase. Donc, quand il y a 3 adjectifs comme ça qui ont des modulations peut-être infimes entre eux, mais pour moi c'est important qu'il y en ait 3. Et en fait, j'ai compris assez rapidement que pour elle, ces 3 hommes, hommes blancs et xénophobes, puisqu'ils n'aimaient pas ce français en fait, qui discutait avec lui, mais voilà, c'était tout ce qu'elle détestait, et que donc voilà, ça allait comme ça, on n'allait pas mettre trop d'adjectifs et trop les soigner dans la phrase. Et en réalité, ce qui est beau dans un roman, et c'est aussi récemment, je regardais une interview de Meryl Streep qui disait que ce qui était beau dans son métier, c'est qu'elle pouvait être amenée dans un rôle à se mettre à comprendre de l'intérieur et sans juger un personnage ou voir une personne quand c'était un biopic pour lequel ou laquelle elle aurait eu a priori de l'aversion.
Et que ce qui était beau, c'était que dans le jeu, elle dépassait ces aversions comme ça de surface ou d'instinct ou d'immédiateté. Et c'est ça aussi le roman. Pour reprendre l'imaginaire de cette traductrice américaine, au fond, nous, c'est vrai, quand on voit des photos des Trumpistes qui partent à l'assaut, et c'est vrai, quand on voit ces corps, ces visages, on peut se dire waouh, là là, il y a quand même de sacrés zozos sur Terre. Mais le roman, il se dit jamais c'est des sacrés zozos. Le roman, je pourrais écrire l'histoire d'un de ces hommes, et ça deviendrait, comme pour ces 3 hommes xénophobes du café dans Plus rien que les vagues et le vent, simplement des vies brisées aussi. C'est-à-dire que dans le roman sont aussi des gens qui ont souffert de la crise des subprimes, ceux qui ont perdu leur maison, leur femme est partie avec leurs enfants, etc. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est aussi travailler sur la complexité des histoires et sur le fait que c'est un espace. Ce qui est beau aussi dans le roman, c'est que c'est un espace sans jugement. Et on n'est pas du tout au-dessus de ça dans la vraie vie. On passe notre temps à juger. Sans doute on en a besoin, et on a besoin de savoir aussi où on est, idéologiquement où on est, etc. Mais le roman travaille dans un autre espace qui est celui justement dans lequel il est enfin possible de comprendre de l'intérieur la complexité des êtres. On sent aussi chez vous, je parlais du goût du détail et du coup par conséquence le goût de l'image, que ce soit de façon très évidente avec le père qui va regarder ou ne pas regarder les albums photos dans lesquels on retrouve Tom enfant et qui va... La description de ces photos va nous dévoiler beaucoup de choses, en tout cas nous donner des pistes sur la douleur de Tom. Mais vous décrivez avec beaucoup de minutie les expressions, les regards, les sourires ou les non-sourires. Mais aussi vous vous attachez à décrire, quand Magda est allongée, les boutons pression de sa nuisette et la manière dont elle est habillée. Et ça donne vraiment le sentiment que l'image est extrêmement important, parce que je parlais tout à l'heure de ce qui se passe dans la tête des personnages et on pourrait imaginer que c'est que de l'introspection, alors que pas du tout. On est vraiment dedans, dehors, à la fois en immersion dans l'esprit et en même temps l'image est essentielle parce qu'elle raconte quelque chose. Je me trompe ? Non, vous vous trompez pas. Qu'est-ce que je pourrais dire de ça ? Peut-être que c'est aussi partiellement indissociable, c'est-à-dire que la contemplation du monde, elle va aussi avec l'intériorité, quand on est dans la contemplation, on est aussi dans la question du point de vue, donc du coup aussi dans l'introspection. Et puis je crois qu'il y a aussi, moi j'éprouve un très très grand plaisir à regarder. Je pense que je regarde plus que je n'écoute les sons, je crois. Et donc, je pense que j'ai une écriture aussi plus visuelle. Et ça me vient aussi peut-être de mon goût pour le cinéma et de la manière dont ça peut aussi infuser dans mes romans. Vous évoquiez aussi le fait qu'il y a la période de confinement qui est passée par là. C'était important de l'intégrer dans ce livre ? Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait déjà 1 an que j'écrivais ce roman. Donc, je ne travaillais pas du tout de manière linéaire, mais en approfondissant les personnages avec toutes sortes de fichiers quand le premier confinement est arrivé. Et tout d'un coup, j'ai eu le sentiment, cette expression qu'on s'est tous appropriée, qu'on nous a fournie, mais qui répondait, je crois, à la sensation qu'on a tous eue du monde d'avant, brusquement de la rupture entre un monde d'avant et un nouveau monde avec lequel il fallait brutalement composer. Cette sensation, je l'ai eue aussi par rapport à mon travail sur le roman, c'est-à-dire que tout d'un coup, tous mes brouillons m'ont paru périmés, tout ce que j'avais commencé à décrire, l'animation sur le carrefour, le flot des voitures que le père regardait sans cesse, le carrefour devenait vide. Doris ne pouvait plus prendre l'avion simplement pour fuir une histoire d'amour et partir au Portugal. Stan ne pouvait plus accompagner Magda à l'hôpital parce que malheureusement on ne pouvait plus accompagner ses proches. Donc tout d'un coup, tout ce monde que depuis 1 an je me mettais à décrire avait disparu. Et donc pendant quelques semaines, j'ai arrêté d'écrire le roman en me demandant ce que j'allais faire de tout ça. Et puis j'ai recommencé à l'écrire en écrivant sur les souvenirs des personnages, qui était quelque chose que j'avais déjà commencé à travailler. C'est pas apparu à cause de ça, mais voilà, je me suis dit au moins le passé ne change pas.
ou bien il peut changer dans la conception qu'on s'en fait, mais les faits ne changent pas. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis assez vite, ce qui m'est apparu, c'était qu'il fallait que j'intègre ce questionnement dans le roman. Parce que j'aime bien faire entrer le lecteur dans mon atelier, mais aussi parce que ça me paraissait une manière d'essayer de parler de mon trouble, de cette question de comment faire, aussi de la question du conflit des temporalités, c'est-à-dire du fait que ce qu'on a aussi vécu, c'est que le monde, non seulement il y a eu le monde d'avant et puis ce monde-là dans lequel on est toujours, mais aussi le monde n'arrêtait pas de changer, c'est-à-dire l'accès, le non-accès, puis l'accès au masque, la non-obligation, puis l'obligation, puis la non-obligation, etc. Et donc les règles n'arrêtaient pas de changer aussi, le monde dans lequel on vivait. Or, le temps d'écriture d'un roman est un temps très long. Et du coup, je souhaitais que cette journée que je racontais ressemble évidemment le plus possible au monde dans lequel les lecteurs vivraient quand le livre paraîtrait. Et il était très difficile d'anticiper ça. Donc, j'ai ressenti le besoin de parler de ça, de cette difficulté, et puis aussi d'introduire des petites modifications quand elles étaient nécessaires. Par exemple, justement, dans cette scène de l'avion dans laquelle on découvre Doris, où je dis que j'allais écrire que l'hôtesse de l'air a un sourire de convenance. Et décidément, j'arrête pas de faire des lapsus. Maintenant, c'est le souvenir de convenance. Un sourire de convenance, et que donc j'allais décrire son rose à lèvres, et que j'avais le mot groseille dans mes brouillons, et puis que je m'aperçois qu'en fait, les sourires des hôtesses sont absentés. Et donc, je décide de lui mettre un masque. Et là aussi, je vais voir mon personnage pour la masquer. Je fais attention à dégager une petite mèche de cheveux, à bien lui mettre les élastiques derrière les oreilles. Et je fais pareil pour Doris. Et ça aussi, c'est à la fois une façon de leur donner un corps aussi, de les toucher, de faire mieux exister leurs oreilles derrière lesquelles il faut mettre l'élastique, etc. Et puis aussi, d'essayer de parler de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on a dû vivre, pas d'une manière frontale, pas en utilisant la situation, par exemple, pas en disant que Magda se trouve à l'hôpital parce qu'elle a la Covid. Ça m'aurait paru vraiment une manière utilitariste, affreuse d'utiliser ce qu'on était en train de vivre, mais par petites touches, d'essayer d'intégrer au monde du roman sur lequel elle avait commencé d'écrire depuis 1 an des éléments de notre vie quotidienne. Une dernière question, Christine Montalbetti. Vous avez dit tout à l'heure à quel point vous étiez émue par la lecture de Bakary Sangaré. Est-ce que c'est la première fois que vous l'entendez lu à voix haute par quelqu'un d'autre? Et quoi qu'il en soit, est-ce que vous entendez la même histoire que celle que vous racontez, ou est-ce que vous entendez une nouvelle histoire enrichie, différente? Qu'est-ce que ça évoque en vous d'entendre votre texte lu par un acteur? Alors, je l'ai entendu, mais lu à la radio, par exemple. Là, c'est vraiment un travail d'acteur. Bakary Sangaré, un acteur que j'ai admiré énormément, qui a été un acteur de Peter Brook, qui est entré au Français sur la pièce de Marine Diaye, Papa doit manger, dans les années 2000. Et avec lequel j'ai aussi eu la chance de travailler, parce que j'ai écrit pour 5 acteurs du Français une pièce qui s'appelle La conférence des objets, et Bakary était un de ces objets. Il est devenu un œil de tigre. Enfin, voilà, j'ai à la fois écrit pour lui, et puis j'ai eu la chance, parce qu'on m'a proposé de faire la mise en scène, de le mettre en scène. Et voilà, il a une voix extraordinaire, c'est un narrateur incroyable. Et bien sûr, c'est une réinterprétation du texte. C'est sa voix, c'est sa lecture, et c'est pour ça que je suis très émue aussi, parce que c'est vraiment un cadeau d'entendre son texte lu par un autre, et aussi d'entendre tout ce qui peut résonner justement dans la lecture d'un autre. Et c'est ça que je trouve beau aussi, c'est la désappropriation, c'est le fait qu'il se réapproprie, et que cette lecture qu'il a faite est différente bien sûr de la façon dont j'entends le texte, dont chacun ou chacune va ou non le lire. Mais voilà, pour moi c'est un cadeau d'entendre sa voix sur ce texte.
Ce que c'est qu'une existence, ce rarement titre aura aussi bien exprimé le contenu d'un livre. Merci infiniment Christine Montalbetti pour ce très très beau roman, pour cet échange. Et oui, j'invite chacun parmi ceux qui n'ont pas eu encore la chance de le lire à découvrir, à trouver sa propre voix à travers ce livre. Merci beaucoup Christine Montalbetti et merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à Bakary Sangaré pour sa lecture.